Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Déjà 2 mois qu'il y a eu au Bénin les tueries de Kadiaoum, zone de résidence de l'ancien chef d'État Thomas Boniaï. Le président en exercice, Patrice Talon, dans son adresse à la nation, s'en est offusqué tout en rassurant que de tels incidents malencontreux ne se reproduiraient point. Comme toute attente, on aura à noter par la suite le drame de Tcharo avec ses dégâts matériels, mais aussi, malheureusement, ses tueries. De fâcheux événements, tous liés à la crise politique qui secoue le pays voici bien des mois. Plus qu'imprégnée de ces moments d'épreuve, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, voudrait bien jouer son va-tout pour un retournement heureux de situation. À raison, la rencontre d'Abuja, elle n'a pas eu à passer sous silence la crise devenue plus que lancinante au Bénin. À l'endroit de la commission de la CEDEAO, elle aura recommandé, entre autres, le déploiement d'une mission politique de haut niveau pour faciliter le dialogue inclusif entre le gouvernement et l'opposition. La CEDEAO, en médiatrice dans la crise politique au Bénin, une aubaine aux simples formalités. Le regard de 2 acteurs politiques pour apprécier la portée de la démarche. Et déjà, sur ce plateau, pour nous accompagner, Laurent Delors-Faton, secrétaire national adjoint à l'économie numérique des FCBE. Il fait partie de la fine fleur qui rêve d'une classe politique empreinte de beaucoup plus d'éthique et du sens de développement inclusif. Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour, monsieur Etanji. Et merci de répondre à notre invitation. Un plaisir une fois renouvelé. En face de lui, un autre jeune qui porte aussi son bâton de pèlerin, jouant beaucoup plus dans l'inclusivité des actions, le vivre ensemble, qui serait de plus en plus en difficulté. Antoine Adoukonou, c'est son nom. Il a œuvré pour réunir tout autour et acteurs de l'opposition et ceux de la mouvance, en entendant que les voix les plus autorisées arrivent à faire de ce vivre ensemble une réalité, car il est depuis peu en difficulté. Vous le savez, acteur politique, il est membre du bloc républicain. Antoine Adoukonou, bonjour. Bonjour, monsieur Etanji. Et merci de répondre aussi à notre invitation. C'est moi. À la crise qui secoue le Bénin, la CEDEAO, mesdames, messieurs, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, n'aura pas du tout été étrangère. Plus d'une fois, elle a dû intervenir par le biais de la Commission. Et elle entend jouer à fond désormais les premiers rôles pour le développement, le dénouement, voilà, de cette crise qui n'a que fait trop durer. Et la rencontre d'Abuja aurait été illustrative d'une telle détermination, suivie de près par les populations, les acteurs politiques. Les premiers au cœur de la crise n'y étaient pas indifférents non plus. Alors, Antoine Adoukonou, comment, à votre niveau, avez-vous suivi ce qu'on s'était appelé conclave autour de Cotonou? C'était l'un des pans de cette rencontre. Ce n'était pas le sujet majeur, mais c'était quand même une préoccupation abordée. Comment, au niveau du bloc républicain et au niveau de vous, la fine fleur de ce bloc jeune, vous avez suivi cette rencontre? Non, bon, je dois d'abord nuancer que je ne suis pas mandaté par le bloc républicain. Ok. Donc, je donnerai... C'est le regard de l'acteur politique. Voilà, je donnerai mon avis personnel. Et je dois dire que je dois beaucoup remercier la CEDEAO parce que quand vous voyez les recommandations qui ont été faites, que ce soit à l'endroit des acteurs politiques béninois ou à l'endroit de la commission de la CEDEAO elle-même, toutes ces recommandations, à mon avis, convergent vers la pacification de la crise. Chercher les voies et moyens pour que et membres de l'opposition et membres de la mouvance puissent quand même s'entendre sur un minimum pour que la paix revienne dans le pays. Et partant de là, je ne peux qu'apprécier parce que le vœu de tout un chacun de nous, que ça, vous n'allez jamais voir un opposant qui dit je propose des pistes de solutions pour que nous allions à la guerre. Et vous ne le verrez pas également du côté de la mouvance,
que les propositions qui sont faites sont de nature à nous conduire vers la guerre. Donc, tout le monde fait des propositions de part et d'autre pour converger vers la paix. Le reste, c'est comment faire pour qu'on puisse trouver quand même un mécanisme pour que, entre autres propositions, on puisse quand même chercher la synthèse pour atteindre cet objectif. Donc la CEDEAO est restée dans le même schéma que les acteurs politiques béninois. Il reste seulement à chercher des mécanismes pour en arriver là. Comment trouver les mécanismes? La CEDEAO n'entend pas traîner les pas, mais là aussi apporter sa modeste contribution. On y revient. Oui, Faton Delors, de votre côté, vous avez suivi aussi cette rencontre, les recommandations, mais un peu, sans doute, les débats qui ont précédé. Vous savez, ce sommet a été le sommet plus que jamais suivi au Bénin. On n'a jamais accordé autant d'importance au sommet de la CEDEAO dans l'histoire politique du Bénin. Tous les Béninois, qu'ils soient de l'opposition de la mouvance, avaient les yeux rivés sur Abuja et on voulait savoir ce qu'elle en sortirait. D'aucuns ont beaucoup spéculé sur le fait qu'il faille reprendre les élections et que la CEDEAO allait nommément indiquer au gouvernement en place de reprendre les élections. J'ai suivi une de vos émissions hier où vous disiez que ce n'est que des recommandations diplomatiques. Et je confirme que la CEDEAO a tenu un langage purement diplomatique à Abuja la dernière fois. Et il faut, pour comprendre, il faut aller au-delà des mots et comprendre l'esprit. Parce qu'ils ne pouvaient pas agir en mettant de côté la souveraineté de chaque État. Ils ont une fois encore confirmé que les États membres de la CEDEAO sont souverains et que la CEDEAO n'est qu'une communauté d'États dans laquelle chaque État est libre de sa politique et de sa politique intérieure. Et le sommet pouvait donner une allure de déception pour d'aucuns quand on fait une analyse très simple. Mais je dis que ce sommet a deux avantages majeurs. Le premier avantage, c'est de consacrer l'existence d'une crise majeure au Bénin. Le sommet l'a inscrit comme point d'ordre. Ça veut dire que la CEDEAO, comme tous les Béninois, a reconnu que le Bénin est en crise. Et le fait de reconnaître qu'il y a crise au Bénin, c'est déjà un pari gagné. La CEDEAO a fait des recommandations. Et les recommandations que la CEDEAO a fait, quand nous voyons bien les recommandations, nous voyons que la CEDEAO nous renvoie à nous-mêmes pour dire, Béninois, entendez-vous pour que ce label démocratique que vous avez puisse régner et perdurer. Parce que la CEDEAO a confirmé que par le passé, ce label que nous avons était un acquis, était un acquis assez noble qui faisait école et que nous n'avons pas le devoir de le perdre. C'est une obligation pour chacun de nous, que nous soyons de l'opposition de la mouvance, de conserver cet acquis pour rester et demeurer ce pays envié par les uns les autres. C'est les deux événements majeurs que moi j'ai constatés. Déception, il n'y en a pas eu à mon niveau. Le reste dépend de l'avenir. Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'acteurs politiques béninois? Des recommandations formulées par la CEDEAO. Toute la question sera à ce niveau. Ah oui, 3 grands points en termes de recommandations qui s'adressent directement à ces acteurs politiques sur ce plateau. Vous convenez tous qu'il est question pour les Béninois de pouvoir d'abord eux-mêmes chercher les voies et moyens pour pouvoir emprunter cette piste souhaitée par tous et le peuple en premier lieu, la paix, car sans elle, rien de durable n'est faisable. Alors la communauté régionale demande de pérenniser la culture démocratique. C'est le 3e point. J'ai préféré commencer par là avant de remonter. Que pérenniser la culture démocratique enviable qui, de tout temps, a eu à faire la fierté du Bénin. À l'étape où on en est, est-ce qu'on peut encore en arriver à la pérennisation de cette culture, d'après vous, Antoine Adoukoun? Non, je pense qu'il ne faut pas prêter des intentions à la CEDEAO. Parce que... Quand il parle de la pérennisation de la démocratie... Non, la CEDEAO a parlé de la pérennisation... Ma question a été claire, c'est ce que je demande. Peut-être que vous l'évoquez aussi. Oui, de la démocratie. Oui. Ce que moi je comprends, quand nous parlons de la démocratie, et ça veut dire que nous acceptons les institutions
qui jouent les rôles que la Constitution leur a confiés. Dans le cas d'espèce, nous sommes dans une situation où le Parlement, qui est une institution constitutionnelle, est remise en cause. Pas certains, surtout ceux de l'opposition. C'est déjà un problème pour la démocratie. Donc, si on nous demande de faire en sorte que notre démocratie soit pérennisée, cela ne sous-entend pas que le Bénin a quitté la démocratie pour la dictature. Non, la démocratie, elle existe et elle se pratique tous les jours. Mais je dois vous dire que si les institutions qui doivent organiser cette démocratie sont contestées, il y a problème. Donc pour moi, revenir pérenniser la démocratie dont on parle, c'est faire en sorte que cette crise trouve une solution pour que les acteurs politiques, que ce soit de la mouvance, de l'opposition, s'accordent sur les règles préétablies dans notre Constitution. Donc, je ne vois pas que la CEDEAO crie comme si non, le pays n'est plus démocratique. Non. Okay. Pérenniser, ça veut dire qu'elle est là. Faire en sorte que ça ne disparaît pas. Okay. Ça demeure toujours. C'est ce que ça veut dire. Oui, Laurent Delors-Faton, parce que acteur politique, vous êtes interpellé, pérenniser la démocratie qui longtemps aura fait la fierté du pays. Quand la paix est remise en cause, il y a déjà un problème démocratique qui se pose. Et quand on parle de démocratie, il y a le contenu et le contenant. Le contenu, c'est d'abord... Le contenant, c'est ce qu'il y a de primordial. Le contenu peut diversifier, on peut varier le contenu à l'intérieur. Mais le contenant de la démocratie, c'est un esprit qui demande à ce qu'il y ait la liberté des opinions et que chaque courant d'opinion puisse avoir cette liberté de s'exprimer et de se confronter au cœur du système afin que de ces confrontations jaillissent des idées qui permettent le progrès et le développement. Si on oublie cet état d'esprit de la démocratie, qui est le contenant, pour moi, on aura tout perdu. Et aujourd'hui, le problème que nous avons au Bénin, le véritable problème, c'est que cet esprit de démocratie est en train d'être perdu. Parce que quand on parle de démocratie, c'est le Parlement qui est l'instance suprême de la démocratie. Parce qu'on ne peut pas parler du Parlement. La présidence de la République vient comme la manette. Mais l'instance qui est au cœur de la démocratie, c'est le Parlement. Donc, on parleront de la démocratie parlementaire et autres. Mais le Parlement, c'est là où la démocratie s'exerce. C'est là où les acteurs politiques, venant des courants politiques différents, viennent affronter leurs idées pour sortir quelque chose de meilleur pour le pays. Et quand le Parlement est contesté, quand on empêche cette pluralité d'esprit, d'opinion au Parlement, on a tué le contenu, on a brisé le contenant de la démocratie et le contenu ne peut plus être encadré. Aujourd'hui, le vrai problème est à ce niveau. Tant qu'on ne permet pas à ce qu'au niveau de la démocratie béninoise, on ait cette pluralité d'esprit au Parlement, on aura tout perdu. Et quand on me dit que la démocratie béninoise n'est pas aujourd'hui confrontée à des preuves, n'est pas saccagée comme l'autre l'avait dit, je dis qu'on passe à côté de la réalité. L'évidence est à ce niveau. Il faut qu'on retrouve cette pluralité. Et ne pas le faire, c'est qu'on a passé à côté. Est-ce qu'ils vous souviennent? La force de la démocratie béninoise, on la retrouvait beaucoup plus entre les années 90, 95, ces années. On avait un Parlement où il y avait une confrontation d'idées jamais retrouvée au Bénin. Et tout le monde était fier, parce que les acteurs politiques avaient cette possibilité de confronter les idées, et les noms sont restés. Et ça a été le Parlement le plus noble que nous ayons connu. Et qu'aujourd'hui, au sein du Parlement, on ne soit pas capable de confronter les idées, parce que ceux qui sont là aujourd'hui, dans le soi-disant Parlement de la haute législature, ne peuvent en aucun cas faire sortir des idées divergentes et se confronter. Ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils ne sont pas dans le rôle, même dans la posture de le jouer. Et quand on nous demande de pérenniser la démocratie, je pense que c'est la question fondamentale, et se situe au niveau du Parlement. Si
le Parlement n'arrive pas à ce qu'il y ait cette pluralité, ça dit qu'on est en dictature. On n'est plus en démocratie parce qu'on aura l'unicité des idées. Et quand les idées sont uniques, il n'y a plus de démocratie. Et que le vrai problème est là. Et quand les gens, c'est pour ça que j'ai dit, au début, comme vous l'avez dit hier, c'est un langage purement diplomatique. On ne pouvait pas avoir plus de langage complexe que ce que la CEDEAO a tenu. Les points sont assez simples, mais subtils, dans un langage assez bien codifié. Ils sont clairs et ils ont dit ce qu'il faut faire. Le chemin est connu. Il faut qu'on puisse avoir une démocratie plurielle dans laquelle les opinions divergent et s'affrontent. En tout cas, c'est clair, chacun avec son regard. On ne devrait pas s'attendre à autre chose, mesdames, messieurs. Mais alors, que fait-on lorsque chacun perçoit les recommandations sous cet angle-là? Il va falloir trouver le juste milieu. Qui pour trouver le juste milieu? La CEDEAO se propose. On revient sur la proposition de la CEDEAO. Mais avant, la CEDEAO constate, Antoine Aloukoulou, que les Béninois souffrent d'un problème. Un problème de vivre ensemble. Alors, on prône la réconciliation en urgence entre tous les acteurs. Pensez-vous que c'est important, à cette étape aussi, que les Béninois pensent se réconcilier avec eux-mêmes? C'est une étape très importante. Très importante. Très importante. Et la paix que nous recherchons ne peut passer par là. Par la réconciliation. Par la réconciliation. Et quelle forme cela peut prendre si on veut aller à la réconciliation? Voilà, si on veut... vous savez, si on veut à la réconciliation, c'est tout aussi facile que difficile. Ça dépend de la bonne foi des différents partis en conflit. Si les différents partis en conflit se disent ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise, chacun pourra, de part et d'autre, laisser tomber ce qu'il peut laisser tomber pour qu'on trouve le juste milieu. Ce n'est pas pour rien que j'ai relié le problème de la démocratie au Parlement. Vous voyez que M. Delofaton a fini par échoir là. Ça, il ne peut pas... Ça fait la troisième fois déjà en moins d'une semaine que lui et moi, on se trouve sur des plateaux. Il est libre, il défend sa position. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas la démocratie. Il est un opposant, mais il est libre. Il vient dire sa part de vérité. Personne ne l'a empêché. Personne ne l'a poursuivi. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas la démocratie. Il y a la démocratie. Mais aujourd'hui, il y a un problème majeur qui est que certains partis, surtout ceux de l'opposition, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu participer aux élections pour se faire représenter à l'Assemblée nationale. D'accord? Et les partis qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui, les deux partis, sont d'une obédience du chef de l'État et ils en profitent pour dire que dans un contexte pareil, qu'il n'y aura pas la pluralité au sein du Parlement. Mais je dis, comment en est-on arrivé là? C'est ça le vrai problème. À l'heure de la crise, il faut s'interroger sur ces questions. Non, mais c'est difficile de s'interroger sur cette question. Mais si les opposants arrivent toujours à démarrer par le fait qu'ils sont absents à l'Assemblée nationale, ça nous oblige à retourner à cette éternelle question. Vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, oui, mais comment en est-on arrivé là? Vous savez que c'est vrai ce qu'ils disent. Nous aurions souhaité que, en dehors des partis de la mouvance présidentielle, qu'il y ait d'autres partis qui soient là pour que le débat soit un débat contradictoire si besoin en était. Mais malheureusement, la démocratie, c'est les règles préétablies. Nous nous sommes donné des tests pour en arriver à être représentants du peuple. Ne se lève pas seulement pour être représentant du peuple. Il faut passer par des partis politiques bien connus, reconnus par le ministère de l'Intérieur. Et je suis très content que la CEDEAO, contrairement à ce qu'ils disent, le langage n'est pas
il n'est pas diplomatique autant que vous le dites. Parce que la CEDEAO a dit, nous avons constaté que la charte des partis politiques a été votée par 81 voix pour. Le code électoral par 74 voix pour. Donc, la CEDEAO, en fait, n'a pas fait les recommandations ex nihilo. La CEDEAO a cherché à savoir, en fait, qu'est-ce qui a fait que les partis de l'opposition ont été exclus. J'imagine, hein? Tout à fait. Pour avoir... À ce niveau, que répondez-vous à ceux qui disent que la CEDEAO, dans son rapport à ce niveau précisément, a fait économie de vérité, en ne rappelant pas la fameuse pièce qui a fait jeter le certificat de conformité, qui n'aurait pas été prévu par les tests, mais qui a été brandi finalement, et qui serait le nœud gordien de la crise à laquelle on assiste. Non, je ne voudrais pas m'intéresser à ça. Parce que ce que vous dites déjà là... Non, c'est pour rappeler... Non, le fait que vous dites que la pièce... Non, moi je ne dis pas, je vous rapporte ce que cet événement dit. Ça là, le certificat de conformité là, c'est une pièce qui est prévue. Il ne faut pas écouter ce que vous dites là. Dans le code électoral. C'est une pièce qui est prévue. Parce que, vous allez voir, il y a une différence fondamentale entre la charte des partis politiques que nous avons votée en 2018 et toutes les autres chartes qu'on a connues. Il y a une différence fondamentale que les gens ne voient pas. Il y a une différence fondamentale. Quelle est la différence? Toutes les autres chartes de partis politiques de 93, de 2001, de 2003, toutes les autres chartes de partis politiques ne parlent que de la création de partis politiques. Et par conséquent, il n'existait qu'une seule pièce qui leur donnait leur vie juridique, qu'on appelle le récépissé définitif, que vous obtenez lorsque le ministre de l'Intérieur juge conforme votre dossier, il vous donne un récépissé provisoire, vous remplissez les formalités légales, les formalités de publication du journal officiel, et vous avez le récépissé définitif. C'est ça. C'est pourquoi la pièce de certificat de conformité, de certificat là, n'existe pas dans les autres chartes de partis politiques. Mais la charte des partis politiques de 2018, non seulement cette charte parle dans son titre 2 de la création de partis politiques, dont la pièce conséquente est le récépissé provisoire, mais dans les dispositions transitoires, précisément l'article 56, cette charte parle de la mise en conformité des partis politiques qui étaient déjà créés. C'est ça. Non, cela appelle en même temps le certificat de conformité. Mais c'est normal. Okay, c'est normal. Donc, le certificat de conformité n'est pas inventé. Ça là, il ne faut pas... Bon, c'est normal, on sait que les gens ne maîtrisent pas les tests. Bon, on peut dire... Non, c'est ça. Vous êtes sérieux en le disant? Non. Tout cela... Mais vous avez vu la nuance. Je dis que cette charte-là, lui, parle de la mise en conformité. C'est-à-dire des partis qui sont déjà créés. On va écouter rapidement avant de passer à c'est pas maintenant qu'on veut créer USL. C'est ça. Donc, vous avez suivi la question de la réconciliation, ça appelle un certain nombre de préalables. Antoine Aloukoulou rappelle un peu ces préalables, mais aussi la nécessité pour chaque acteur de pouvoir se remettre en cause par rapport à certains aspects pour pouvoir aller de l'avant. Plus question de continuer à indexer Y, d'être forcément auteur ou on se reconnaît aussi coupable dans ce qui aurait pu être l'erreur commise pour qu'on en soit là où on en est aujourd'hui. La part de responsabilité donc de l'opposition. La réconciliation nécessite la vérité. Et c'est ce qu'il dit. On a le courage de se regarder en face et de se dire la vérité. Et c'est ce que dit Antoine Aloukoulou. Et si vous dites la vérité, il faut reconnaître les coupables. Mais il a dit aussi... La crise que nous connaissons est des coupables. On ne peut pas nier qu'il n'y a pas de coupables. Et les seuls coupables, nous les connaissons, c'est ceux qui sont en face, qui savent que si jamais il y avait élection inclusive, ils perdraient les élections et que le parti siamois ne réussirait jamais à avoir les 10% qu'ils avaient mis dans la charte, dans le code électoral. Donc vous aussi, vous dites votre vérité, c'est cela ou bien vous ce n'est pas ma vérité, c'est la vérité que tous les Béninois. Tous les Béninois savaient que si on faisait les élections avec les partis de l'opposition, les deux partis du chef de l'État, les partis siamois créés, qui sont d'obédience, j'étais tellement heureux de l'entendre dire des partis d'obédience du chef de l'État. Lui qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, n'aurait pas les 10%. Et il n'allait pas avoir un seul député à l'Assemblée. Mais comme
il savait qu'il était incapable d'avoir des députés à l'Assemblée, il y avait une volonté tenace et manifeste à écarter l'opposition. Tout ce qu'il dit concernant les certificats de conformité, ce débat, on l'a tellement fait qu'on ne va plus le refaire aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un passé. On sait qu'ils ont inventé cette histoire pour pouvoir empêcher l'opposition d'aller aux élections. C'est connu. Mais quand on veut qu'il y ait réconciliation, les préalables sont connus. Le premier acte à poser quand il n'y a pas de réconciliation, c'est que les vis-à-vis se fassent, se regardent, s'asseyent autour d'une table et discutent. Parce que c'est des points qui ont créé la crise. On ne peut pas parler de réconciliation sans qu'on nous débatte des points essentiels qui sont au cœur de la crise. Et après avoir débattu des points de manière sincère et franche, on peut maintenant passer à une autre étape, l'étape de la réconciliation qui débouche sur la paix. Parce que c'est un processus qu'il faut faire. Discuter des points de manière sincère et franche, se mettre ensemble et construire la paix ensemble. C'est un processus à suivre. Maintenant, le grand problème qui se pose, c'est comment nous discutons de la crise. Parce qu'on ne peut pas ne pas en discuter. Tout le monde ne peut pas se croire dans le droit chemin, avoir raison. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans une situation de crise de manière permanente. Ça n'arrange personne. Ça n'arrange pas le pouvoir en place, ça n'arrange pas l'opposition et ni le peuple. Le peuple de jour en jour se pose des questions tous les jours. On me demande est-ce que tel peuple va revenir, tel regarde dans ce pays, tel... Personne n'est plus libre autant pour agir. Quand tu veux sortir, on te dit est-ce que tu es sûr que tu vas faire une émission, est-ce que c'est prudent de faire l'émission, alors que par le passé, on ne le disait pas. Chacun disait ce qu'il voulait dire, étant donné qu'on respecte les lois de la République, on était à l'aise. Aujourd'hui, on n'est plus à l'aise de dire ce qu'on veut dire. Et aujourd'hui, des gens voyagent, on se demande est-ce qu'ils vont revenir. Ce matin, quelqu'un m'a envoyé un message pour dire est-ce que le président Boni Yayi va revenir. Je dis mais c'est quelle question on me pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un mal à vivre ensemble, un mal à vivre au Bénin comme on le vivait par le passé. Ça n'arrange personne. Et quand ça dure, c'est qu'on perd de l'énergie, on perd des ressources, je dirais, et on souffre psychologiquement et moralement. On souffre. Je veux que ça cesse le plus tôt. Mais pour que ça cesse, il faut que le dialogue commence. Mais un dialogue autour des points essentiels. On ne peut pas vouloir faire le dialogue et omettre des points. On mettra tout sur la table, et on peut faire le débat. Dans les discussions, il peut y avoir des parties qu'on va peut-être concéder les uns les autres. Mais on doit mettre tout sur la table et discuter à propos. On ne peut pas nous dire qu'il y a des points dont il ne faut plus débattre. Tous les points qui ont été objet de la crise devront se retrouver sur la table de négociation afin qu'on parle. Et il faut que le dialogue soit un dialogue bien organisé. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer l'affrontement. Parce que ne vous leurrez pas, ce n'est pas que l'affrontement physique qui est affrontement. Il y a aussi d'autres formes d'affrontement qui se font dans le pays. Les événements qu'on a connus, qui sont les événements tristes de l'histoire politique du Bénin et sociale du Bénin, sont des événements d'un affrontement physique. Mais il y a d'autres affrontements qui continuent aujourd'hui. Il y a un affrontement psychologique qui se fait. Il y a des gens qui refusent de se rencontrer, de se parler. Dans le pays, il faut que ça s'arrête. À ce point, c'est connu. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table et prendre une bière comme avant ils le faisaient. Alors que même si avant, et vous savez, les gens le disent souvent, que les politiciens béninois s'entendent toujours entre eux. Ça, c'est vrai. C'est le peuple qui est bête. Ça, on le disait avant. Et c'était un fair play connu du peuple béninois. Aujourd'hui, ce fair play est en train de disparaître progressivement. Tout le monde ne peut plus s'asseoir autour d'une table pour discuter, parler. Alors qu'avant, les politiciens s'affrontaient au niveau des idées. Oui. Au Parlement, ils se discutaient à pratiquement aller au point. Mais juste après le débat parlementaire, on les retrouvait dans la cour de l'Assemblée nationale en train de rigoler dessus. Oui, étiquetés, ils le sont au quotidien, les Béninois, entre eux-mêmes, de sorte que qui a toujours une coloration soit opposant ou de la mouvance. Deux ailes. Malheureusement, peut-on dire désormais au Bénin, selon que vous soyez même un citoyen ordinaire ou pas, tout votre regard, on y lit forcément une certaine coloration en toi de Loukolou, ce qui n'arrange pas forcément le Bénin. S'il faut voir à travers chaque citoyen, soit un mouvancier, soit un opposant, au lieu de voir simplement un citoyen à part entière. Alors la CEDEAO s'offre l'occasion, mais au-delà de l'occasion, la responsabilité de jouer l'arbitrage qui s'impose. Dans les tout prochains jours, annonce-t-on, recommandation faite, bien entendu, à la commission de la CEDEAO, une délégation de haute personnalité pour se mettre aux côtés des acteurs politiques
et des autorités béninoises afin de remettre tout à plat. Comment percevez-vous ce point en recommandation? Je suis très content parce que quand le chef de l'État, dans son dernier discours, a tendu la main à l'opposition, nous avons entendu à travers certaines conférences de presse de l'opposition déjà que les gens ont même peur du médiateur. Quel est le médiateur qu'il faut choisir au plan national pour faire le travail? Je suis déjà très content si la CEDEAO peut déjà servir de médiateur, ça va faire avancer les choses. Cette peur peut peut-être... Vous y croyez? Moi, j'y crois fermement. Et je suis d'accord que je me réjouis, je ne sais pas si peut-être c'est passé inaperçu à mon ami, parce que tout le temps que nous nous retrouvons, comme préalable, il exigeait la dissolution de l'Assemblée nationale. Bon, cette fois-ci, j'ai commencé par noter les préalables. Bon, il ne l'a pas dit clairement ici. Ça veut dire que j'estime que les jours, la nuit portent conseil. Parce que si nous voulons aller à une véritable réconciliation, pour ma part, je crois que il y a certains points qu'il faut commencer par mettre de côté. À moins que la médiation ne me prouve le contraire. Dire aujourd'hui qu'on va dissoudre l'Assemblée nationale, quels sont les moyens de droit que nous avons pour le faire? Il n'y a aucun moyen de droit aujourd'hui dans notre constitution pour dissoudre l'Assemblée nationale et dissoudre quelque institution que ce soit. Parce que le constituant béninois de 90 a fait l'option de la stabilité des institutions. Et n'ayant pas prévu des cas de dissolution, eu égard à notre histoire politique et constitutionnelle jonchée de coups d'État. Donc, le constituant a dit qu'il faut mettre fin à ça là. Donc, la Constitution n'a pas prévu la dissolution de l'Assemblée nationale. Comment peut-on le faire alors? Donc, si on doit rester sur cette piste, on risque de sortir de la loi. On va rester hors la loi. Et si on reste hors la loi, on ne peut vivre que les dégâts que nous faisons là. On va créer l'insurrection, on va faire ceci. Donc, c'est pourquoi quand on fait cette proposition, moi je dis, comme les moyens juridiques n'existent pas, n'allons pas là. Mais cela n'empêche pas que la classe politique puisse trouver le juste milieu. Vous savez, c'est vrai que nous prenons les élections comme un élément déclencheur de la crise, mais moi je vais vous dire que non. Il y a d'autres événements postérieurs, et disons antérieurs aux élections, qui avaient déjà préparé la crise. Et le fait que l'opposition n'a pas été aux élections a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En tout cas... Non, permettez-moi. Oui, ok, allez-y. Parce que vous n'allez pas me dire que le fait que le président Sébastien Diavon n'est pas au pays, que ce n'est pas une crise. Vous n'allez pas me dire que lorsque Komi Koutié est à l'extérieur, que Léari Soglé est à l'extérieur, que toutes ces choses n'ont pas été ressassées par l'opposition. Et je voudrais rappeler à M. Delors Faton, parce que il parle toujours des 10%, je vais lui dire, mais ça m'étonne qu'il en parle, parce que c'est eux qui ont combattu l'article 242. Et c'est la mouvance qui soutenait les 10%. Celui qui a peur de 10% ne peut pas soutenir 10%. C'est vous qui avez combattu l'article 242. C'est cette question-là. Oui, puisqu'il a dit que les mouvances ont peur que s'ils vont aux élections, qu'ils n'auront pas les 10%. Non, ceux qui ont peur ne peuvent pas, à la majorité, voter cette loi-là. C'est eux qui ont peur plutôt de ne pas trouver les 10%. Et je dois dire que il n'a été jamais la volonté de qui que ce soit de voir deux partis de la mouvance aller aux élections. Donc tout ceci est arrivé accidentellement. Qui nous ont amenés là. Et vous allez voir que quand la Sénat a donné les deux partis, le chef de l'État
à demander un consensus tout à fait, politique on n'oublie pour pas, ne on ne peut pas oublier aller aux cela. élections Avec avec votre les mission, on va partis. évoluer Mais comment- justement non. pour ne pas refaire le même Comment on débat. peut faire tout On l'a cet fait hier, effort vous vous rappelez. Et on va Maintenant, dire que- on fait en sorte Oh, d'aller de non. l'avant. Oui, vous avez suivi votre vis-à-vis sur la question et les démembrements que cela appelait. Mais je vous la repose. Une mission politique de haut niveau, bientôt au Bénin, aux côtés et des autorités et des acteurs politiques dans leur diversité afin de sortir de la crise. Comment entrevoyez-vous la démarche? La constitution béninoise de 90 n'a pas prévu une assemblée monocolore. Elle est assez claire. Nous sommes dans un système partisan avec nous sommes dans un système de multipartisme intégral. qui existe toujours. Ça veut dire que quand on dit existe multipartisme toujours. intégral, Oui. ça veut dire que l'assemblée est multicolore. On n'a jamais prévu une assemblée monocolore. Aujourd'hui, nous avons une assemblée monocolore. Si la constitution ne l'a pas prévu et qu'on a trouvé toutes les stratagèmes pour pouvoir l'avoir, cette même constitution qui n'a pas prévu la dissolution, il faut trouver aussi les stratagèmes qu'il faut pour y aboutir. Et quand j'ai parlé des points à inscrire au dialogue, aux discussions, j'ai dit tous les points doivent être inscrits au dialogue. Je n'en ai occulté aucun. Alors qu'on ne me dise pas ce que je n'ai pas dit. Et j'ai dit, si ces points sont inscrits, on pourra en débattre. C'est-à-dire que le débat se fera sur tous les points. Aucun point ne sera laissé. Et quand je dis les points, je suis heureux qu'il ait même rappelé d'autres points qui devraient être inscrits. C'est le sort réservé aux Béninois qui sont empêchés de se retrouver désormais dans leur pays, alors que normalement, leur place est ici. Que tous ces points doivent être à l'ordre du jour. Et quand on en vient à la mission de la CEDEAO, à cette opportunité que la CEDEAO nous offre, il faut d'abord reconnaître que nous avons échoué à un point. Nous avons échoué d'avoir, au plan national, des personnalités indépendantes et neutres qui pourront, à des moments donnés, nous siffler la fin de la récréation. Parce qu'il faut se dire, nous nous amusons trop avec notre pays. Qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, à des moments donnés, nous perdons de vue qu'il faut quand même que la nation soit dans de tout. Et il aurait fallu trouver au cœur du pays, à l'intérieur du pays, des personnalités neutres et indépendantes, ayant un certain charisme pour pouvoir nous réunir. On ne l'a pas trouvé. Et quand on ne l'a pas trouvé à l'intérieur, je pense que la CEDEAO ne peut qu'être l'opportunité à saisir. Mais, je dis bien mais, qui sont ceux-là qui auront la charge et la lourde responsabilité de conduire cette mission et d'être au devant de ce dialogue, cette discussion? Toute la question est à ce niveau. Parce que si on fait l'erreur d'envoyer des gens sous ordre, des gens préparés, des acteurs déjà acquis à la cause d'une des deux parties, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les acteurs peuvent être acquis à la cause de l'opposition comme à la cause de la mouvance. Si éventuellement on envoyait des acteurs acquis à des causes déjà prédéfinies, tout le débat sera faussé. Et que la CEDEAO a la lourde responsabilité, si elle veut vraiment aider le Bénin à sortir de crise et à conserver, préserver, pérenniser cette démocratie qui, au dit des recommandations, leur est chère, il faudra qu'elle trouve des personnalités assez sages et assez neutres pour conduire ces discussions dont il est question. Si elle ne le trouve pas, on aura à tourner en rond et la crise va perdurer éternellement. Si elle veut vraiment aider le Bénin, avez-vous dit tout à l'heure la CEDEAO, oui. Est-ce qu'il y a des raisons à en douter, vu les efforts qui ont été faits de par le passé? Présente, elle aurait été bien avant la crise, pendant la crise et après la crise, elle est toujours là. J'ai participé au moins à une rencontre avec la délégation de la CEDEAO dans la période post-électorale. Et j'ai vu ceux qui ont dirigé la mission de la CEDEAO au Bénin. Et ce qu'on a dit avec eux, ensemble, je connais. Et ce qu'ils devraient dire aux autres acteurs, on s'était comme entendu, c'était un minimum. Mais in fine, elle est passée, cette mission, la crise a perduré,
Et nous sommes aussi dans la crise. Voulez-vous dire que si cette mission avait joué franc jeu, je ne sais pas, qu'on n'en serait pas arrivé là? Je ne parlais pas de franc jeu, mais je dis quand même que la mission n'a pas aidé à décanter la situation. Et c'est pour ça que je dis, l'opposition n'a en réalité rien à se reprocher. Parce que l'opposition a rencontré la CEDEAO toutes les fois qu'elle était là. Nous, en tant que jeunes depuis jour, on a rencontré, nous avons déposé un mémorandum à cette mission. Les acteurs politiques de l'opposition, les formations politiques les ont rencontrés, les anciens présidents de la République les ont rencontrés, et ils ont rencontré aussi les acteurs de la mouvance. Mais la crise qu'on connaissait, qui était une crise en ses débuts, a dégénéré jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on assiste à des pertes en vies humaines. Et que cette première mission de la CEDEAO, je ne peux pas dire qu'elle a failli, mais sa mission n'a pas été accomplie. Qu'on ne le veuille pas. Et j'aurais voulu que les prochaines fois, cette autre commission qui sera éventuellement mise en place, qu'elle puisse avoir plus de hauteur et avoir des personnalités influentes, mais neutres, dotées d'une sagesse incontestée pour pouvoir nous aider à sortir de la crise. Parce qu'aujourd'hui, à l'intérieur du pays, on n'est pas parvenu à trouver des acteurs qui pour nous aider. C'est sage. Ces références, on n'en trouve pas dans le pays. Vous le suivez, Laurent Delorfaton pense qu'il faut quand même, c'est un préalable pour espérer voir ces personnalités de haut rang parvenir à sortir le Bénin de difficultés. Faut-il mettre effectivement des gants par rapport à la délégation qui viendra au Bénin écouter les acteurs concernés par la crise? Non, je crois que dire qu'il faut mettre des gants, c'est trop parti. Et c'est vrai que notre souhait, c'est que les gens qui doivent rester dans cette commission soient vraiment des gens impartiaux. Je suis d'accord pour ça là. Parce que nous sommes en politique, on peut mettre des gens qui ont déjà des partis pris, mais je ne crois pas parce que la crise... Il se mire un peu dans ce passé de certaines délégations qui ont transité par ici avant qu'il n'y ait les événements de Tchao, les événements de Kadiaou. Voilà. Vous savez, vous allez voir que la première recommandation que la CEDEAO a faite aux acteurs politiques, il dit de veiller à ce que tous les griefs liés aux élections soient traités de manière inclusive, légale et pacifique. Oui. Et je vois que c'est ça. Nos amis, ils sortent de la légalité. Ils veulent un règlement de conflit en dehors de la légalité. La CEDEAO ne viendra pas abroger notre constitution. La CEDEAO ne viendra pas abroger les lois. La CEDEAO viendra faire son travail dans le cadre de notre droit positif. Donc, la CEDEAO ne peut pas venir pour dire je suis venu faire médiation. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Vous la voyez réussi, sa mission? Non, c'est pourquoi je dis, ce que demande l'opposition, si ce que demande l'opposition du point de vue du droit, on ne peut pas l'avoir, comment on peut faire? Alors, c'est la grande question. Bon, votre vis-à-vis trouve que oui, c'est question de ce que chaque acteur demande comptera, mais les rapprochements et les accointances entre les membres de cette délégation, éventuellement les partis en conflit, comptera. Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Et, par exemple, il pose le problème. C'est pourquoi j'ai dit la crise, elle n'est pas que électorale. Et c'est ça qui a fait même échouer le consensus à l'Assemblée nationale. Parce que on veut régler le problème des élections. Ça dit que l'opposition, elle est plurielle. Il y a d'autres qui pensent à comment leurs enfants vont retourner au pays. Il y a d'autres qui pensent à comment ils vont aller aux élections. Et l'opposition, elle est plurielle dans sa demande. Et quand on parle de réconciliation aujourd'hui, est-ce qu'il faut occulter ces aspects ou pouvoir prendre en compte ceci? Aucun aspect ne sera occulté, mais il faut hiérarchiser. Okay. Il faut hiérarchiser. Aucun Béninois n'est content de voir un Béninois être à l'extérieur sans avoir la liberté de rentrer dans son pays. Mais il faut hiérarchiser les demandes. Il faut hiérarchiser les demandes. Il faut aller du moindre au plus difficile. Si vous avez... Mais on veut tout avoir à la fois. Tout à la fois, ce ne serait pas possible. Qui fait que c'est difficile d'avancer. Pour cet appel pressant lancé par la CEDEAO, quelle reste, votre plus grande attente pour espérer que ce soit un rendez-vous pleinement réussi? Mon attente, c'est que ça soit la mouvance ou l'opposition, que chacun donne le meilleur de lui-même. Merci, que chacun donne le meilleur de lui-même. Oui, Laurent Delorfaton.
qu'on cesse de clamer partout que nous sommes dans la légalité, alors qu'au Bénin, on a un plan de légalité, de légitimité et d'esprit de la démocratie. Merci à vous, on vous aura aussi compris. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, la pluralité d'opinion, ça demeure. Chaque fois que cela vous prend, n'hésitez pas. Et nous, on fera aussi le devoir qui est le nôtre en vous envoyant l'appel qui compte. Faites l'effort de ne pas décliner l'offre parce que c'est de la confrontation que jaillira la vérité pour permettre à ce pays de mieux se positionner au Conseil des Nations. 100% Bénin pour le numéro du jour. On s'en arrête là sur cette citation de Sénèque. Je le cite, l'homme prévoyant se met en sûreté avant même d'avoir éprouvé du mal. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.